C'est toujours un plaisir de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir dont voici le sommaire. RDF aux forces loyalistes dans les localités des Kasségué et Louofo, marquant le 11e jour consécutif d'une confrontation acharnée, des combats qui aggravent la situation humanitaire déjà précaire. L'Assemblée nationale est critiquée pour une gestion inadéquate de son registre des initiatives législatives, communément appelé Livre bleu. Un rapport publié ce jeudi par Ebouteli, un institut congolais de recherche sur la gouvernance et le groupe d'études sur le Congo GEC, met en lumière de failles importantes dans la transparence et la gestion de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. La compagnie Air Congo a effectué mercredi 11 décembre 2024 un vol inaugural à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, grâce au Boeing 737-800. Le premier d'entre les citoyens de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois Capo, qui a accompagné le membre du Conseil de sécurité et le commandant de la régie de voies aériennes RVA, s'est rendu personnellement à l'aéroport de Mbuji-Mayi afin d'assister à l'atterrissage de cet aéronef. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons avec les discours du chef de l'État sur l'état de la nation au palais du peuple. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé hier, mercredi 11 décembre 2024, les discours sur l'état de la nation au palais du peuple dans la commune de Lingwala, au nord de Kinshasa. Face aux députés et sénateurs réunis en congrès, le chef de l'État a abordé tous les secteurs de la vie nationale, notamment les 6 engagements pris au début de son second mandat. Suivez. Durant plus d'une heure et demie, le chef de l'État a passé les principaux secteurs de la vie nationale. Parmi les sujets abordés figure en bonne place la problématique du développement local de 145 territoires qui constituent la cheville ouvrière du développement de la République au regard de l'intérêt que le président de la République, Félix Tshisekedi, porte à ces secteurs. La relance agricole lui tient également à cœur, d'où le credo la revanche du sol sur les sous-sols. Le développement de notre secteur agricole ne se réalisera pleinement que si les conditions indispensables sont réunies dans les zones rurales. À ce titre, l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constituera une priorité majeure en 2025. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2025, soumis à l'examen du Parlement, prévoit des ressources substantielles pour des investissements stratégiques. La construction de routes de desserte agricole dans le volet 2, l'installation de réseaux d'eau potable et de microcentrales photovoltaïques dans son volet 3, ainsi que l'aménagement de marchés modernes et d'espaces de vie dans son volet 5, tel que défini dans la composante 1 du dit programme. Au chapitre de l'économie, le chef de l'État a salué l'accord préliminaire conclu entre la RDC et le Fonds monétaire international, accord qui pourra permettre au pays de faire face à certains enjeux économiques actuels. Un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3% en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Au plan sécuritaire, le président de la République n'a pas raté l'occasion de dénoncer la politique expansionniste du Rwanda, cité comme pays agresseur, dans sa stratégie de dépeupler certains territoires de la RDC de ses populations pour le peupler par les étrangers venus du Rwanda. Au-delà des déplacements massifs de populations provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique
soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant de l'état de siège, j'ai instruit Madame la Première ministre de procéder à l'évaluation sur le terrain des mesures de son assouplissement décidées l'année passée. En attendant la mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple, les autres problèmes majeurs qui touchent au quotidien de la population se posent encore avec plus d'acuité et nécessitent des réponses rapides et urgentes compte tenu de la détérioration des conditions de vie celles-ci. Le cas d'assainissement des embouteillages dans les centres urbains et bien d'autres sont autant préoccupants qu'ils préoccupent le président lui-même, comme il l'a dit dans son discours. Merci. Dans le chapitre sécuritaire, depuis les premières heures de ce jeudi 12 décembre, des violents affrontements opposent des rebelles du M23 FDF aux forces loyalistes dans les localités des Kasségué et Louofou, marquant le 11e jour consécutif d'une confrontation acharnée du combat qui aggrave la situation humanitaire déjà précaire. Viningali Junior. Selon des informations rapportées par nos confrères du Tazama RDC, mercredi après-midi, un important convoi de 18 camions transportant les renforts rebelles est parti de Kiwanja en direction de Lubero. Sur ces 18 véhicules, 15 auraient réussi à atteindre Kasségué, consolidant ainsi les positions du M23 dans cette zone. Ces mouvements militaires considérés comme une violation flagrante du cessez-le-feu visent manifestement à intensifier la pression sur les forces loyalistes congolaises et leurs alliés avant la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation de João Lourenço de l'Angola. Parallèlement, des combats intenses ont également été signalés dans la localité voisine de Louofou tout au long de la journée d'hier mercredi. Selon des sources locales, ces affrontements se poursuivent ce jeudi, témoignant de la complexité et de l'ampleur des opérations militaires dans la région. Selon le lieutenant Bouyi, le FARDC ont réussi à libérer Matembe, mais également déloger les rebelles du village de Katwa, Kimaka, lors des derniers affrontements. Après 24 heures d'attaques intensives, toutes les mesures de défense ont été activées pour repousser l'ennemi. Ces succès témoignent de la détermination et de l'engagement de nos troupes, a-t-il affirmé. L'intensification des combats dans le Lubero aggrave la situation humanitaire déjà précaire dans cette partie du Nord Kivu. Des milliers de civils ont été contraints de fuir leur village, exposés aux violences et à l'insécurité. Les acteurs humanitaires peinent à accéder aux zones touchées, tandis que les déplacés de guerre continuent d'affluer vers des camps déjà saturés. J'ai annoncé dans le titre un rapport publié ce jeudi par Ebouteli, un institut congolais de recherche sur la gouvernance et le groupe d'études sur le Congo, GEC, met en lumière deux failles importantes dans la transparence et la gestion de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. L'étude couvrant la législature 2019-2023 dresse un tableau sombre du fonctionnement de cette institution essentielle à la démocratie congolaise. Regardez. L'Assemblée nationale est critiquée pour une gestion inadéquate de son registre des initiatives législatives, communément appelé Livre bleu. Ces documents, censés tracer le parcours de projet des lois, est mal tenu et souvent inaccessible. Cette opacité, selon le rapport, empêche les citoyens et les observateurs de suivre le débat parlementaire, minant ainsi la confiance publique. Le rapport souligne également des pratiques récurrentes de fraude lors des votes parlementaires. Des députés absents auraient été crédités des votes, créant une illusion de conformité lors du scrutin sensible. Un exemple marquant a eu lieu le 2 juin 2022 lors du vote sur la réforme de la loi électorale. Alors que moins de 400 députés étaient présents, les résultats officiels affichaient 405 votes pour sans aucune abstention ni opposition. Malgré l'existence de mécanismes théoriques pour encadrer le contrôle de l'exécutif, le rapport dénonce l'inefficacité de ces outils. Sur les 177 moyens de contrôle déposés entre 2020 et 2023, seuls 11 ont été examinés. Cette situation reflète une dynamique
où l'Assemblée nationale apparaît comme une caisse de résonance de l'exécutif selon les témoignages cités. Le train de vie élevé des députés, marqué par des avantages financiers opaques, suscite également des critiques. De plus, des décisions sensibles sont souvent prises lors des séances à huis clos, échappant au regard du public et des médias. Ces pratiques renforcent l'image d'une institution repliée sur elle-même et insensible aux attentes de redevabilité démocratique. Le rapport conclut avec des recommandations, notamment la mise en place des systèmes numériques pour gérer les textes législatifs, l'introduction du vote électronique et une transparence accrue sur le budget et les émoluments des députés. Selon les auteurs, de telles réformes sont essentielles pour restaurer la confiance des citoyens et aligner l'Assemblée nationale sur les meilleures pratiques internationales. Et Bouteli et GEC appellent à une action concertée des citoyens, des organisations de la société civile et des partenaires internationaux pour transformer l'Assemblée nationale en une institution véritablement démocratique et responsable. Poursuite du processus électoral en RDC, le calendrier réaménagé de la Commission électorale nationale indépendante CENI prévoit la tenue des législatives nationales et provinciales ce dimanche 15 décembre à Massimanimba dans la province du Kwilu et à Yakoma dans le Nord-Ubangi, et la fin de la campagne est prévue pour ce vendredi 13 décembre. C'est dans ces cadres plus tôt que la CENI annonce la réouverture du centre électoral Bossolo situé dans la commune de Limete. C'est vendredi 13 décembre 2024. Images et commentaires. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce la réouverture du centre électoral Bossolo installé au numéro 3075 de l'avenue des Entrepôts, quartier Kingabois dans la commune de Limete. Dans un communiqué publié ce mercredi 11 décembre 2024, elle précise que c'est dans le cadre de la reprise des activités électorales, législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Massimanimba dans la province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. Cette réouverture se déroulera selon le programme suivant. Vendredi 13 décembre 2024, inauguration officielle du centre électoral Bossolo, 10h30, visite guidée pour les catégories et personnalités formellement invitées, là et les médias, 10h30, visite guidée pour les catégories et personnalités formellement invitées. Les représentants du corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers, les mandataires de partis et regroupements politiques, les représentants des organisations de la société civile et les confessions religieuses, ainsi que les médias. 11h, démarrage des accréditations. Samedi 14 décembre 2024, de 10h à 15h, poursuite et fin des accréditations. Dimanche 15 décembre 2024, jour de vote. Selon le communiqué de la CENI, le centre restera ouvert jusqu'à la publication de résultats provisoires de scrutin dans les circonscriptions électorales précitées. Le calendrier électoral réaménagé prévoit la fin de la campagne électorale dès ce vendredi 13 décembre 2024 dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, Kwilu et Yakoma dans le Nord-Ubangi et le 15 décembre, le jour de scrutin. Et enfin le 23 décembre, la date retenue pour la publication de résultats provisoires par la CENI. L'absence de ces élections entrave le bon fonctionnement de ces deux provinces et leur organisation est une condition indispensable pour la tenue des élections de gouverneurs, des sénateurs ainsi que pour l'élection de membres du bureau définitif des assemblées provinciales du Kwilu et du Nord-Ubangi. Et puis, bonne nouvelle pour les voyageurs à destination du Kasaï oriental. Le Boeing 737-800 de la compagnie Air Congo a effectué son vol inaugural le mercredi 11 décembre 2024 à Mbuji-Mayi. Le premier d'entre les citoyens de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois Capo, qu'accompagnait le membre du Conseil de sécurité et le commandant de la régie de voies aériennes RVA, s'est rendu personnellement à l'aéroport de Mbuji-Mayi afin d'assister à l'atterrissage de cet aéronef. Suivez. Le numéro 1 de la province a effectué une visite à bord de l'avion avant d'apprécier son confort. Sirao Cécile, directrice commerciale de la compagnie Air Congo, a salué l'hospitalité du gouverneur de province et a rassuré que l'objectif de cette compagnie est de desservir toutes les villes de la RDC. Soucieux de voir le Kasaï oriental s'ouvrir au monde grâce à la voie aérienne, Jean-Paul Mbouébois Capo,
n'a pas manqué de dire sa satisfaction pour ces vols qui matérialisent la vision du chef de l'État de réactiver la flotte congolaise et faciliter le transport aérien. Avec une capacité d'accueil de 154 places en classe économique et 16 en business, Air Congo envisage desservir le Kasaï oriental tous les jours. La présence du gouverneur Jean-Paul Mboueba Kapo à l'aéroport de Mbuji-Mayi ces jours est un symbole de son soutien indéfectible aux initiatives et projets du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A noter que le premier d'entre les citoyens de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboueba Kapo, était accompagné de membres du Conseil provincial de sécurité et les commandants de la régie des voies aériennes RVA. En santé, lancement à Goma, en la province du Nord Kivu, par le gouverneur militaire du projet dénommé Réponse multisectorielle d'urgence en santé publique à l'épidémie des Mpox. Ces projets qui visent 75 000 personnes directes et 3 millions indirects sera à hauteur plutôt de 4 millions de livres sterling et sera exécuté sur 3 provinces de la RDC, à savoir Kinshasa, Nord et le Sud Kivu, dans le cadre de la réduction de la morbidité et de la mortalité de Mpox. Le gouverneur ad intérim du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, vient de lancer ce mercredi 11 décembre à Goma un projet dénommé Réponse multisectorielle d'urgence en santé publique à l'épidémie Mpox en RDC. Ce projet qui vise 75 000 personnes directes et 3 millions indirectes sera financé à hauteur de 4 millions de livres sterling, soit 5 $80 000 américains et sera exécuté dans 3 provinces de la RDC, à savoir la ville-province de Kinshasa, le Nord et le Sud Kivu, dans le cadre de réduction de la morbidité et de la mortalité via l'épidémie Mpox. Présente à cette cérémonie, Madame Alison King, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, son pays soutient la RDC en dépit des conditions difficiles et reste fermement engagé dans la recherche d'une paix durable et investi dans la réponse humanitaire. Le Royaume-Uni reste très fermement engagé dans la recherche de la paix durable et du développement durable ici en RDC. Et je viens souvent ici pour voir les collègues de notre bureau, notre présence ici, parce qu'on est très investi dans la réponse humanitaire et aussi dans les efforts politiques pour trouver une solution politique, diplomatique, pacifique à la situation actuelle dans l'Est de la RDC. Nous sommes également très impliqués dans la santé en tant que secteur. Et je vois que M. de l'OMS reconnaît ça. Pas uniquement ici, dans l'Est du pays, mais avec l'OMS, avec des autres partenaires un peu partout en RDC. Pour le gouverneur du Nord Kivu, cette coopération internationale devrait être un modèle de ce qui doit être accompli en agissant ensemble. Que cette coopération internationale soit un modèle de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous agissons ensemble, dans un esprit de solidarité et de fraternité. Ce projet financé par la Banque mondiale vise 3 millions de personnes indirectes. La visite de l'unité de triage a clôturé. Restant toujours dans cette même province, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué ce jeudi 12 décembre une visite surprise sur l'avenue de l'hôpital des références de Virunga où les travaux s'effectuent. Peter Chirimwami s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Visite d'inspection ce mercredi 11 décembre 2024 par le gouverneur militaire du Nord Kivu des travaux de modernisation de la route qui passe par l'hôpital CBK Virunga. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a saisi l'occasion pour donner des instructions claires à l'entreprise qui est affectée à ce chantier pour que celle-ci respecte les délais convenus. L'ingénieur chef des chantiers explique ici l'évolution des travaux. À ce niveau, nous nous sommes alertés parce que de l'autre côté là-bas, on doit utiliser le BRH, le marteau-piqueur, pour briser là-bas, pour avoir le même niveau venant de la porte CBK jusqu'à chez Kimburu. Et maintenant, on attend cette machine pour qu'on continue directement.
De ce côté-ci, vous m'avez posé cette question qu'il y a des nids de poules et tout ça. C'est à cause des pluies et je n'ai pas assez compacté. Et maintenant, dès que je recharge, je vais faire passer une fisque de Nivelaise et nous allons nous récupérer directement et commencer à poser des pavés plutôt. Ce qui est important, je pense qu'il faut y aller en commençant par pavé. Parce que j'ai déjà des pavés chez moi. Oui. Il y en a. Rappelons que cette route est à couvrir des pavés sur fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu. Et pour finir, une érosion gigantesque menace de disparition les maisons sur l'avenue Kwado au quartier Ngafani dans la commune de Selembao au sud de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le pluie diluvienne qui se sont abattus sur la ville ces dernières semaines ont accéléré la progression de cette érosion qui a déjà emporté de nombreuses maisons dans ces quartiers, laissant plusieurs familles sans abri. En vue de stopper cette érosion, les travaux sont réalisés par l'entreprise chinoise Sopeco. Les riverains ont lancé un appel aux autorités pour l'accélération de ces travaux anti-érosifs. Même plaidoyer fait du côté de Mongafula. Suivi. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Ngafani dans la commune de Selembao, précisément au niveau de l'arrêt Kwado sur la route bypass. Les travaux de lutte anti-érosive entamés se poursuivent normalement. Ici, le collecteur d'eau, construit depuis plus d'une trentaine d'années, avait cédé à la pression des eaux de pluie, emportant plusieurs maisons d'habitation. Cette victime s'est réjouie de la réponse des autorités à réhabiliter la route, mais elle souhaite l'accélération des travaux pour sauver quelques maisons qui ont résisté. Nous sommes un peu contents, malgré les désarrois, ce que nous avons connu. Les autorités ont songé, ils sont venus un peu à temps pour commencer les travaux. J'aimerais que les travaux là avancent rapidement, comme ils le font jour et nuit, que ça continue et que peut-être au bout de 1-2 mois, et que ça puisse être terminé pour que les autres puissent récupérer aussi leur situation. Les habitants ayant perdu leur maison et qui ne pensent même pas à les récupérer sollicitent un soutien de l'État pour leur permettre de trouver d'autres solutions de logement. Sur l'argent que nous avons payé, il y a une garantie qui est restée. De ces côtés, l'érosion a emporté plusieurs maisons. C'est pourquoi je demande à l'État, comme la réhabilitation des routes a déjà commencé, qu'il indemnise les familles qui ont perdu leur maison afin qu'ils aillent trouver mieux ailleurs. Selon les habitants de ces quartiers, les travaux qu'exécute l'entreprise chinoise Sopeco ont déjà pris quelques semaines et avancent bien, ce qui a permis de stopper l'avancement de l'érosion. Ils souhaitent que cette avenue soit asphaltée pour éviter ce genre de catastrophes. Nous sommes un peu contents malgré le désarroi que nous avons connu. Les autorités auront à y songer. Ils sont venus un peu à temps pour commencer les travaux. J'aimerais que les travaux avancent rapidement comme ils les font jour et nuit, que ça continue et que peut-être au bout d'1 mois ou 2 mois, ça puisse finir pour que les autres puissent récupérer leur situation. En face de la commune de Selembao, c'est la commune de Mongafula, traversée par la route bypass toujours au sud de Kinshasa. Au niveau de l'arrêt Bel Air, il y a une autre route de désengorgement de bypass, mais qui est inachevée. Cette route de secours à droite conduit à la mission catholique de Kimwenza et à gauche vers l'université de Kinshasa. Les habitants de ces coins de la capitale plaident également pour l'achèvement des travaux sur cette route de contournement. La route que nous appelons la route de Bel Air désengorge d'abord les grands quartiers Kimwenza. Il y a le quartier Ngantele, il y a le quartier Bianda et puis le quartier Masangambila. Cette route mène à l'université de Kinshasa par la route université. Et puis la même route peut amener jusqu'à la mission de Kimwenza où il y a des grandes écoles et puis il y a aussi une grande université des pères jésuites. Mais nous constatons que ça fait 1 année aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre 2024, que les travaux de réhabilitation de la route sont non achevés. C'est pourquoi nous sommes obligés de tirer la sonnette d'alarme, de parler aux autorités compétentes pour leur dire qu'ils doivent expliquer à la population qu'est-ce qui se passe. Cette route Bel Air a été prise en charge par les Égyptiens. Selon certaines sources, il y a eu un problème financier qui a bloqué la poursuite des travaux. Les habitants de ces quartiers attendent impatiemment la réalisation des travaux pour terminer cette route importante dans cette partie de la capitale congolaise.
Fin de cette session d'information, mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. 23 RDF aux forces loyalistes dans les localités des Kasségué et Louofo, marquant le 11e jour consécutif d'une confrontation acharnée, des combats qui aggravent la situation humanitaire déjà précaire. L'Assemblée nationale est critiquée pour une gestion inadéquate de son registre des initiatives législatives, communément appelé Livre bleu. Un rapport publié ce jeudi par Ebouteli, un institut congolais de recherche sur la gouvernance et le groupe d'études sur le Congo GEC, met en lumière de failles importantes dans la transparence et la gestion de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. La compagnie Air Congo a effectué mercredi 11 décembre 2024 un vol inaugural à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, grâce au Boeing 737-800. Le premier d'entre les citoyens de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois Capo, qui a accompagné le membre du Conseil de sécurité et le commandant de la régie de voies aériennes RVA, s'est rendu personnellement à l'aéroport de Mbuji-Mayi afin d'assister à l'atterrissage de cet aéronef. Ainsi se referme complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous.